Monsieur le Premier ministre, merci d'abord pour avoir accueilli Onesh Africa dans vos bureaux. Nous allons directement passer à notre interview. Nous allons commencer par la Belgique. Oui. Alors, votre pays, la Belgique, va aux élections le 9 juin. Il s'agira des élections générales couplées avec les élections européennes. Comment pouvez-vous présenter la physionomie politique de la Belgique à nos lecteurs? Tout d'abord, élections en Belgique, en Europe, il y a beaucoup d'endroits dans le monde. Au total, il y a une cinquantaine de pays qui auront des élections en 2024. Je pense 3,5 milliards de gens qui vont pouvoir voter. Ça montre, un enjeu qui est énorme. Comme vous l'avez dit, élection en Belgique qui est couplée, donc qui est une élection régionale, nationale, européenne. Les européennes, première fois que des jeunes de 16 et 17 ans pourront voter. Je pense que c'est une bonne chose. Ça a dégagé un débat beaucoup plus large au sein d'une population jeune, en leur expliquant, quelle est l'importance de la démocratie. Et la démocratie, il faut bien expliquer, n'est pas toujours facile. Et elle n'est pas toujours facile parce que dans une société comme la Belgique, il y a beaucoup d'opinions différentes. Et certains, et surtout l'extrême droite, l'extrême gauche, essayent de positionner ça comme une difficulté. Le fait qu'il y a beaucoup d'opinions différentes, essaye de dire, il nous faut des solutions simples pour des problèmes compliqués. On sait tous que c'est pas comme ça que ça fonctionne. La démocratie essaye de rapprocher les gens, de leur expliquer que peut-être qu'ils sont pas tellement différents que ce que certains leur font penser, et essaye de trouver un consensus, un compromis entre différentes idées. Honnêtement, en Belgique, je trouve qu'on le fait assez bien, et on sort là maintenant d'une période quand même difficile avec la Covid et les différentes crises, la guerre sur notre continent. Et la Belgique aujourd'hui est plus forte qu'avant la crise. Notre pouvoir d'achat a augmenté. Le nombre d'emplois dans le pays n'a jamais été aussi élevé que maintenant. Nous jouons un rôle important au niveau international. Mais bon, je vais pas vous cacher que on est à un moment où l'extrême gauche et l'extrême droite sont en montée. Alors moi personnellement, moi je fais pas de la politique contre quelqu'un, je fais de la politique pour quelque chose. Et le pour, c'est un pays où, au lieu de pointer du doigt et de dire voilà le problème, on a besoin de gens qui lèvent la main et qui disent qu'est-ce que je peux faire moi-même et comment est-ce que je peux améliorer moi-même notre pays. Et ça, on le fait avec des gens qui travaillent ensemble. Et donc mon message, c'est si vous votez pour des gens qui disent à l'avance qu'ils vont bloquer le pays, il faut pas être étonné qu'après le pays soit bloqué. Et on peut pas se permettre de le faire. Oui, Monsieur le Premier ministre, vous avez beaucoup insisté sur l'extrême droite qui est en train d'envahir pratiquement toute l'Europe. C'est que vous avez une certaine crainte pour la Belgique également sur la montée de l'extrémisme. Je vais pas dire une crainte, mais plutôt, je pense qu'il faut bien expliquer. Vous savez, moi, je ferai jamais de gouvernement avec extrême droite moi-même. Mais dans le Conseil européen, j'ai autour de la table, j'ai Viktor Orban, j'ai Giorgia Meloni, j'ai des collègues qui sont d'extrême droite. Je suis quand même content que je ne dois pas être dans un gouvernement avec eux. Ce sont des pays où les libertés fondamentales sont mises sous pression. En Italie, maintenant, il y a une enquête sur le fait que le gouvernement a tendance à mettre pression sur la presse et à essayer de limiter les capacités de la presse. Et ça, en Hongrie, ça fait déjà longtemps que c'est le cas. On voit que dans les droits LGBTQI, qui sont vraiment des acquis, dont on pensait, c'est là, en Italie, un couple du même sexe ne peut pas faire de l'adoption d'enfants. Et donc, on voit que on touche à des valeurs fondamentales, et on voit partout en Europe que les partis d'extrême gauche par exemple ont du mal de se distancier de la Russie.
une Russie qui est brutale, qui essaye d'imposer son point de vue à l'Ukraine, que les partis d'extrême droite, il y en a quand même beaucoup, il a été démontré qu'ils ont des liens financiers avec la Chine, ou ils ont des liens financiers avec la Russie. Il faut pas être naïf dans le monde d'aujourd'hui. L'extrême droite n'a pas de bonnes intentions avec nos sociétés pluralistes, sociétés respectueuses, sociétés qui sont basées sur l'homme ou la femme que vous êtes, pas sur votre passé, pas sur votre provenance. On doit le défendre. On doit le défendre. Et pour moi, oui, c'est un des enjeux de ces élections, à côté du fait que, voilà, d'un point de vue économique, il y a plein de choses qui se passent. Mais on va quand même pas jeter par la fenêtre tous les acquis de société tolérante que nous avons. Alors, la Belgique venait de prendre la présidence du Conseil européen. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça a représenté pour la Belgique? Alors, naturellement, c'est un moment important et pour la Belgique, c'est déjà la 13e fois qu'on le fait, cette présidence. 13e. La 13e fois déjà. Donc, on a beaucoup d'expertise. Disons que la barre était mise très haute, hein, il y avait beaucoup d'attentes. Et jusque maintenant, on a vraiment pu engranger ce que beaucoup d'attendaient de nous. Hein. Donc, au total, on est maintenant à une petite septantaine d'initiatives légistiques qu'on a pu faire passer par exemple le Parlement européen. C'est plus que ce qu'on avait estimé nous-mêmes ce qu'on pouvait faire. C'est un peu le résultat des premiers 100 jours qu'on a eu. Maintenant, on s'oriente vers une partie qui est un peu plus stratégique, qui est un peu plus vers, voilà, qu'est-ce que la prochaine législature européenne, qu'est-ce qu'on doit avoir sur l'agenda. Et avoir sur l'agenda, c'est notre économie, c'est notre capacité industrielle, dans un monde qui est devenu beaucoup plus géopolitique qu'avant. Avant, on faisait du commerce. Maintenant, on regarde toujours, mais qu'est-ce que ça veut dire? On veut éviter trop de dépendance avec certaines parties du monde, mais je veux aussi être très clair. L'Europe restera un continent ouvert au monde. Et ce serait une faute de tourner notre dos vers le reste du monde. Nous sommes le continent qui a les liens les plus établis avec le reste du monde, commercial, d'un point de vue social, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue militaire, et on doit le rester. Et on parlera tout de suite de notre lien avec l'Afrique. C'est à l'avantage de tout le monde que l'Europe reste un continent qui est ouvert au reste du monde, mais qui le fait peut-être avec un peu moins de naïveté qu'on l'a fait dans le passé. Oui, Monsieur le Premier ministre, vous avez abordé le sujet pratiquement. Alors, la Belgique a la présidence de l'Union européenne et vous avez développé, ça tout le monde le sait, une certaine expertise sur le continent africain. Vous avez des liens très étroits avec certains pays d'Afrique. Mais qu'est-ce que l'Afrique a pu obtenir de cette présidence-là? Est-ce qu'il y a eu... D'abord, moi, c'est ce que j'essaie toujours d'expliquer, c'est de dire, vous savez, comme Européens, certains ont tendance à dire l'Afrique, mais c'est un continent énorme. Et vous savez, en Europe, les Norvégiens, ils sont assez différents des Roumains. Et ça, les Européens comprennent. Vraiment, la problématique, je dirais, du Maroc est une problématique qui est différente de celle de la RDC, est différente de la problématique de l'Éthiopie. Je donne juste quelques exemples. Donc d'abord, dans un sens large, on a organisé dans notre présidence le 20 mars un sommet spécifique sur les soins de santé. Et je pense que dans les soins de santé, c'est vraiment le domaine où on a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Ce qui est important pour moi, c'est que le lien entre nos deux continents est un lien de partenariat, est un lien où on se parle franchement et on dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Moi, souvent, je vais encore expliquer en Belgique en disant, mais vous savez, la période où la Belgique peut aller à l'étranger et lever le doigt et dire, voilà,
c'est comme ça que vous devez faire et sinon on va vous punir. Mais ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas la manière dont je regarde le reste du monde et c'est pas comme ça qu'on avance. On avance quand on regarde quels sont les sujets dans lesquels on peut avancer ensemble. Et les soins de santé, clairement, est un domaine où on a d'expertise ensemble. Moi, un des projets dont je suis encore très très fier, c'est que comme ministre de la coopération développement, on a fait tout un projet pour éradiquer la maladie du sommeil, c'est ça? La maladie du sommeil, oui. Oui, la maladie du sommeil, on l'a fait ensemble avec la fondation Bill et Melinda Gates, on l'a fait ensemble avec des partenaires sur le terrain en RDC. C'est un des beaux projets. Et des projets comme ça, on doit en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Parce que naturellement, la santé et l'enseignement, c'est ça qui est à la base d'un potentiel. Et c'est ça où je veux en venir. Potentiel d'un pays comme la RDC. Certains pourraient les regarder et dire il y a des difficultés. Et c'est vrai, vraiment que la RDC est confrontée à des difficultés, comme la Belgique est confrontée à des difficultés. On peut le regarder comme ça, on peut dire, voilà, oui, on voit les problèmes, mais on voit aussi des opportunités. Et les opportunités, c'est une population jeune, une population à chaque fois où je me rends en RDC, c'est une population qui est positive, qui veut avancer, qui est entrepreneuriale, qui dit, voilà, on va essayer de trouver des solutions, qui vient à un endroit du monde avec un potentiel énorme, et un potentiel énorme qui va au-delà des ressources naturelles. Vraiment que les ressources naturelles, elles sont là, mais le potentiel agricole, le potentiel climatique, on n'en parle pas assez, mais le rôle que la forêt joue pour le monde entier, on sous-estime. On parle souvent de la forêt amazonienne, mais il y a la forêt équatoriale, c'est exactement le même rôle. On n'en parle pas assez. Je pense qu'il faut valoriser ce rôle beaucoup plus. Et vous savez qu'à chaque fois quand je me rends en RDC, ce que je vois, c'est que le lien entre nos deux pays continue à être là. Et je pense que ça aide de regarder notre passé droit dans les yeux. Et vous savez que mon gouvernement, on l'a fait ensemble avec cette visite du roi en 2022, je pense, hein, ou 2022, en 2022, où voilà, notre roi a exprimé ses regrets par rapport aux conséquences du colonialisme. Je pense qu'il faut le dire, et il y a peu de pays européens qui l'ont fait. Et quand on regarde le passé droit dans les yeux, on peut avoir un futur ensemble. Et ce futur ensemble, quand je regarde, ce qu'on voit, c'est des jeunes qui le font maintenant. C'est des entrepreneurs belges jeunes, où parfois notre ambassade nous dit il y a plein de jeunes belges et on les connaît pas. Je dis c'est plutôt une bonne chose. Ça montre que voilà, c'est en train de devenir plus dynamique, plus large. Donc moi je suis et naturellement qu'il y a des défis en RDC, on en parlera comment on peut jouer un rôle là-dedans, mais la population congolaise et les territoires ont des atouts incroyables. À nous maintenant de les utiliser. Oui, monsieur le Premier ministre, vous avez parlé de défis, de nombreux défis, et ça c'est une réalité. Alors la RDC, puisque vous en parlez, a organisé ces élections en décembre, des élections générales, avec à la présidentielle la victoire de Félix Tshisekedi, l'actuel président. Quelles sont vos relations avec le régime actuel? Mais bonne, et j'ai eu l'occasion de rencontrer le président quand il était à Bruxelles, je pense que c'était en mars. J'étais là. Voilà, et on a eu une bonne conversation, et je pense que du côté de la population congolaise, mais je dirais même au continent africain, il y a des attentes énormes pour cette seconde et dernière législature pour le président. Et je les mettrai dans trois domaines. Je pense tout d'abord dans la démocratie. Voilà, c'est maintenant une deuxième élection qui a eu lieu.
on sait que, voilà, dans un pays vaste comme le Congo, c'est un parcours où chaque fois, on doit s'améliorer. Et je pense que c'est important de garder cette voie démocratique qui a été faite et qu'on puisse enchaîner dans cette direction. On sait que la démocratie, ben voilà, elle est autour de la présidence, mais aussi un côté législatif, il y a un côté local aussi. Donc là, il y a quand même une très grande attente. Deuxième point, naturellement, on ne peut pas se parler ici sans parler de la situation sécuritaire dans l'est du Congo. Comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense que c'est au Rwanda aujourd'hui de prouver qu'il n'y a plus d'influence à travers la M23, qu'elle ne joue pas de rôle et dans un voisinage, c'est la responsabilité des différents voisins de s'aider les uns les autres pour essayer de calmer la situation dans un conflit qui perdure depuis tellement longtemps et où la Belgique est un des seuls qui, à chaque fois, à chaque événement international, essaye de garder l'attention sur ce sujet, mais c'est pas facile parce que malheureusement, il y a beaucoup de conflits dans le monde. Et naturellement, c'est aussi au côté congolais, j'en ai parlé avec le président, de bien montrer que par rapport au FDLR, que voilà, qu'il n'y ait plus de lien et qu'on fait tout pour essayer de désarmer et de neutraliser. Puis dernier point, c'est au sujet des droits de l'homme. Je pense que c'est important, là aussi quand même, de ne pas être aveugle pour le fait que il y a quand même des situations où le respect des droits de l'homme doit vraiment être sur le premier plan et qu'à chaque fois on puisse être dans une société où les débats peuvent être violents, mais violents dans les mots, pas dans la violence physique. Et de garder cet espace politique où c'est possible d'avoir ce genre de débat. Et quand j'en ai parlé avec Monsieur le Président, ben voilà, il partage ses priorités. La dernière, si je peux ajouter, c'est une diversification économique. La RDC, pour l'instant, a une très grande dépendance sur les ressources naturelles. Il faut développer d'autres volets dans l'économie, où c'est pas juste l'exploitation de ressources, mais c'est aussi l'utilisation de ces ressources, où il y a plus de valeur ajoutée qui s'est fait dans le pays et pas dans le reste du monde, où les capacités d'agriculture sont utilisées, où la logistique peut s'organiser et peut s'organiser avec les technologies que nous, on n'utilise pas encore. Le potentiel de production d'hydrogène en RDC, elle est énorme. Elle peut vous aider à mieux organiser les flux de transport et pas d'être dépendant des carburants fossiles. Donc, il y a plein de possibilités. Et là, voilà, la Belgique a vraiment la volonté d'être un partenaire. Et voilà, on vous le dit en disant, ben voilà, on a la volonté. Et naturellement, on sait que la RDC est un pays qui garde des liens avec d'autres pays dans le monde. Je pense qu'on a montré qu'on est stable, qu'on est un partenaire stable et qu'on a un partenaire qui partage les mêmes valeurs. Naturellement que notre monde économique, voilà, le monde économique veut pouvoir se développer, veut pouvoir faire un profit. C'est plutôt une bonne chose, je trouve. Mais comme gouvernement belge, on a une perspective plus large, naturellement. On est là pour essayer au maximum d'aider la population congolaise. Oui, vous dites que la Belgique est prête à accompagner la RDC dans ces défis-là. Mais pour le moment, la Belgique et la RDC entretiennent des relations dans quel domaine? Alors, oui, c'est une très bonne question de le rendre concret, hein, parce qu'à côté du côté diplomatique, la question est qu'est-ce que vous faites pour la population? Donc tout d'abord, sur le côté militaire, nous avons, je pense aujourd'hui, une trentaine d'instructeurs militaires belges qui sont en RDC, et c'est vraiment comme ça qu'on le voit. C'est essayer de partager l'expérience que nous avons
et d'essayer d'utiliser la vôtre pour organiser une formation pour la FARDC. Et c'est important d'avoir, dans un pays comme la RDC, d'avoir un pouvoir militaire, que ce pouvoir militaire soit bien organisé naturellement. Donc ça, c'est un premier domaine. Deuxième domaine, c'est le domaine médical, où nous sommes des partenaires de longue durée, et nous travaillons sur des domaines spécifiques. Par exemple, la violence sexuelle, dont on sait que c'est souvent utilisé comme une arme de guerre cruelle, les malheureuses histoires dans les dernières décennies nous montrent qu'il faut tout faire pour arrêter cela. Cela détruit des vies, cela détruit des perspectives, et souvent de femmes et d'enfants. Donc ça, c'est un domaine dans le domaine médical. Deuxième domaine, c'est dans l'approvisionnement et la qualité des médicaments. Voilà, là, je pense que la Belgique a vraiment une expertise à apporter. C'est comment est-ce qu'on organise la logistique dans un pays comme la RDC, comment est-ce qu'on va vers d'autres types de partenariats. Vous savez, il y a des entreprises belges comme Universels, que vous connaissez peut-être, qui ont maintenant la capacité de construire des usines de vaccins sur le terrain. Au lieu de fabriquer les vaccins ici et de les exporter, c'est de regarder comment on peut le faire sur le terrain. C'est un projet ou bien c'est déjà en activité? C'est un projet. Pour l'instant, Universels le fait au Sénégal, mais je sais que voilà, il y a des projets qui sont en train de regarder comment est-ce qu'on peut le faire en RDC. Et moi, à chaque fois que je le revois, je dis, mais c'est très bien ce que vous faites au Sénégal, mais essayez de regarder comment on peut le faire avec nos amis en RDC. Je vais laisser mon éditeur Victor Olembo poser la dernière question. Ouais. Voilà, en fait, Monsieur le Premier ministre, nous avons constaté, quand on regarde la liste, je reviens un peu sur ce qui se passe en Belgique avec les élections, sur la liste de OpenVLD, il y a quand même quelques ressortissants belges et de ressortissants africains. Comment vous nous expliquez cela? Mais vous savez, les ressortissants africains et congolais, ils font partie de notre société. Et ils jouent un rôle important dans notre société. Ils sont actifs dans le travail. Ils font partie de nos sociétés. On les voit dans les écoles. Leurs enfants sont là, leurs parents sont là. Ils sont dans notre vie associative. Et c'est une histoire à expliquer. Vous savez, moi, j'ai sur ma liste en Flandre orientale, j'ai une candidate qui participe pour la première fois. Elle s'appelle Farel Nguika. Elle est camerounaise. Elle habite à Brakel, dans ma commune. Et c'est elle qui m'a envoyé un email. Elle m'a envoyé un email en disant, voilà, vous me connaissez pas, mais j'ai une histoire à raconter. Moi, je suis l'exemple que la migration peut bien fonctionner. Je l'ai invitée, on s'est parlé. Et elle m'a expliqué, voilà, je suis venu en Belgique il y a 10 ans. J'ai eu l'occasion de pouvoir aller à l'école. J'ai appris le néerlandais, elle parle très très bien néerlandais. Je suis maintenant infirmière. Je suis infirmière à l'hôpital de Zottegem. J'ai des enfants en Belgique. Mon mari est actif dans plein de choses. Je suis marié à quelqu'un de ma commune. Et je veux montrer ça. Et après qu'elle m'a expliqué ça, je dis, mais voilà, je voudrais bien que vous êtes candidate. Parce que je pense qu'il faut le montrer. Il faut le montrer, et pour moi, il faut le montrer à tout le monde. Il faut le montrer aux autres Belges, de dire, vous savez, la migration, c'est pas toujours facile. Ça, on le sait. Ça demande un effort. Mais ça peut fonctionner, si on fait tous un effort. Et c'est aussi, voilà, il faut le montrer aux Belges, mais il faut le montrer aussi à cette population africaine dans notre pays. C'est que, voilà, nous, on est là pour essayer de vivre ensemble et surtout expliquer que c'est un parcours avec des montées et des descentes et que c'est parfois un peu compliqué, mais on y parvient. Et en effet, sur ma liste
j'ai une candidate camerounaise, je sais que sur d'autres listes, il y en a, il y a de la diaspora congolaise. Je pense que c'est important de le faire. Voilà, si vous habitez dans notre pays, bah, vous avez votre rôle à jouer, et votre rôle à jouer, c'est aussi de nous aider à donner direction politique vers notre pays, où notre pays s'oriente. Et moi, toutes les expériences que j'ai eues jusque maintenant sont très très positives par rapport à ça. Bon, après, c'est à eux de se présenter, mais oui. C'est formidable. En tout cas, nous vous remercions quand même pour ce temps que vous nous avez accordé. Ouais. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour nos lecteurs? Oui, dernier mot de la fin peut-être, c'est que, voilà, tout d'abord, moi, je suis content d'avoir pu faire cette interview parce que je pense que, comme Premier ministre, je dois m'adresser à tout le monde et c'est un moyen de le faire à travers vos médias. Et mon dernier message, c'est de dire, on a tous un rôle à jouer. Et voilà, moi j'ai le mien comme Premier ministre, mais chaque personne dans notre pays a un rôle à jouer par rapport à comment notre pays fonctionne, mais aussi par rapport à comment la RDC fonctionne. Et vous savez, nous, on a nos capacités, mais la diaspora a ses capacités, a des liens humains qui sont directs, ont une expérience, qu'ils ont des leviers, qui sont parfois d'autres leviers que nous avons. Si nous travaillons ensemble, vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi le meilleur reste à venir ». Et quand je le dis, beaucoup de gens sourient un petit peu en disant « Comment tu oses dire ça maintenant ?» Et oui, je ose le dire maintenant, parce que je suis convaincu que si on travaille ensemble, si on utilise les solutions qui sont sur table maintenant, on peut améliorer notre perspective et c'est quelque chose que nous faisons ensemble et on le fait ensemble en Belgique. Comme je l'ai dit, la diaspora fait partie de notre société, mais c'est à nous aussi comme Belges de le faire ensemble en RDC. Merci beaucoup. Merci à vous.